Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à France 3 Iroise. J'ai le plaisir de vous retrouver depuis la brasserie Coref, la doyenne des microbrasseries qui est devenue aujourd'hui la plus grande, née à Morlaix. Elle est depuis près de 15 ans installée ici à Carhaix. Carhaix, Morlaix, ces deux villes sont justement au cœur de débats que nous allons mener ici de notre deuxième soirée spéciale municipale. Ce scrutin, c'est celui de la proximité, une des valeurs fortes de France 3. Alors, place au débat, au plus près de chez vous. Nous disposons donc de 90 minutes pour aborder les enjeux concrets de ces élections. Et avec moi, Frédéric Collard, rédacteur en chef de France Bleu Brésil. Bonsoir Frédéric. Ouest France est également notre partenaire dans ce dispositif inédit. Débutons donc par Carhaix. Voilà quelques éléments repères pour commencer. Carhaix, c'est le chef-lieu du Poher, une ville située au carrefour entre la nationale 164 et l'axe Lorient-Roscoff. Elle compte 7240 habitants. La ville affiche un taux de chômage de 8,7%, un peu plus haut que la moyenne bretonne. Le taux de pauvreté atteint 14%. Voilà pour ces repères. Avant de vous présenter nos invités dans l'ordre défini par un tirage au sort réalisé avant cette émission, je vous précise que nous sommes tenus par le principe d'équité du temps de parole et que tout est décompté depuis la régie. Donc nous commençons par Jérôme Yvinec. Vous êtes le Benjamin de cette élection avec votre liste, un temps d'avance pour Carhaix-Plouguer. C'est une liste sans étiquette, sans candidat encarté, mais je précise que vous êtes un ancien des Républicains. Effectivement, bonsoir. Merci de donner là un petit peu de lumière à ce débat des municipales sur la commune de Carhaix-Plouguer. Débat qui était un petit peu, qu'on s'est fait un petit peu confisquer en début de campagne, notamment sur, on aura l'occasion d'en revenir. Nous en parlerons. Laure Boussard, vous êtes à la tête de la liste Une dynamique de gauche pour Carhaix. Vous n'êtes pas encarté, mais vous menez une liste qui est composée de gens d'un rassemblement de la gauche, de Parti socialiste, d'Europe Écologie Les Verts, du Parti communiste français et du nouveau parti anticapitaliste. Bonsoir. Bonsoir à tous, Deguevermat et Carrez. Je voulais juste préciser que c'était une union de citoyens de gauche qui représente toutes les tendances de la gauche et de l'écologie. Merci. Merci à vous. Face à vous, Christian Troidec. Bonsoir. Vous menez la liste Carhaix, ville dynamique et solidaire, une liste d'hiver gauche. Vous êtes le maire sortant et vous briguez un 4e mandat. Vous repartez d'ailleurs avec une grande partie de vos conseillers municipaux. Soyez les bienvenus à Carhaix. Merci à vous. Alors attaquons tout de suite ce débat avec la malice de Loïc Schwartz et l'un de ses dessins. Loïc est avec nous pendant toute cette campagne électorale. Christian Troidec, ce dessin, il vous inspire quoi? Vous êtes un peu un menhir, ceux qui vous titillent ne font que vous chatouiller, c'est ça? Moi, j'ai surtout envie, avec, vous l'avez dit en préambule de cette émission, avec l'équipe Carhaix Ville Dynamique et Solidaire, d'être utile pour notre ville, pour suivre le travail. Tout le monde a pu constater que la ville a changé ces 10-15 dernières années, qu'il y a du bon travail qui a été fait, que Carhaix s'est transformé, qu'elle s'est modernisée, qu'elle s'est embellie, je crois aussi. Et puis j'ai envie aussi de continuer avec cette même équipe parce qu'il y a des adversaires en face de nous et je crois que leur laisser la possibilité demain de gérer la ville, ce serait faire courir l'aventure à la ville de Carhaix. D'abord pour Laure Boussard, puisqu'on sait qu'elle a constitué une liste en disant qu'elle était en dehors des partis, mais en réalité c'est surtout une liste assez incohérente où on retrouve à la fois des gens qui soi-disant sont pour la langue bretonne et en même temps côtoient les militants de Mélenchon, des gens qui se disent écologistes et qui en même temps se retrouvent avec les pro-nucléaires du Parti communiste français, et puis de l'autre côté Jérôme Yvinec qui de son côté tardait à annoncer sa liste depuis déjà plusieurs semaines, plusieurs mois. Il se retrouve lui-même avec des départs. Il y a eu 5 départs en l'espace d'une semaine. Voilà. Ce serait dangereux que de laisser la mairie aujourd'hui, demain, entre les mains de gens qui, justement, ont du mal déjà à assurer leur propre liste. Mais un bonnet rouge, un Guanadu, ça vous va sur le dessin de Loïc Schwartz? Ah, bien sûr, je suis très fier d'avoir été du combat pour l'économie en Bretagne et puis en même temps, bien sûr, pour la Bretagne, d'avoir ce beau drapeau qui suit nos couleurs. Madame Boussard, vous aurez l'occasion de répondre à ce qui vient d'être dit, mais sur cette représentation du rapport de force à Carhaix, comment ce dessin vous inspire? Je ne sais pas, je pense que c'est peut-être aussi une vision que les gens de l'extérieur peuvent avoir de nous. Je pense pas, je pense que quand même la démocratie existe, y compris à Carhaix, et qu'il y a la parole de tous, et que je pense qu'on a tous notre place et quelque chose à apporter, et des propositions sans doute nouvelles et innovantes qui peuvent peut-être faire peur à Christian.
Bouger le menhir, Jérôme Ivinec, c'est ce que vous voulez faire? Alors, nul n'est prophète en son pays, hein, comme dit l'adage. Donc nous, on a une volonté simple, c'est de faire rayonner Carhaix au-delà du POER. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, avec un taux de pauvreté de 14%. On ne peut pas dire franchement qu'aujourd'hui, Carhaix rayonne. Donc notre volonté, elle est simple, c'est de travailler avec toutes les bonnes volontés du territoire pour faire rayonner Carhaix. Alors, on reprend un peu les propos que vous avez adressés à Laure Boussard. Ce sont des propos que vous avez tenus sur le site Facebook, sur la page Facebook de votre liste, hein, en précisant même, tu ne t'es pas un peu trompée de liste, Laure, ou est-ce que tu as été piégée, manipulée? Vous avez été manipulée, Laure Boussard? Alors non, je n'ai pas été manipulée. Moi, je pensais qu'on allait avoir un débat de fond. Donc, j'ai pas envie de faire de surenchère, j'ai pas envie de répondre à Christian, on se connaît bien, je lui ai donné des cours de breton. Donc voilà, il n'y a pas de mélanchonisme sur notre liste. Il y a peut-être des gens il y a des gens de toutes les tendances de gauche sur notre liste. Et justement, ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'avec ce collectif de citoyens de gauche et surtout de Carhésiens, on a réussi à avoir un consensus sur toutes les thématiques, à avoir des propositions qui me semblent très intéressantes, très innovantes et très concentrées sur les Carhésiens et sur les demandes des Carhésiens. Enfin, il y a quand même une incohérence d'avoir quelqu'un qui se dit écologiste comme Laure, à qui bien sûr aussi j'accorde toute mon estime, elle vient de le faire aussi en toute amitié, mais peut-être aussi avec le Parti communiste. En fin de compte, je crois qu'il y a en réalité un faux néo-écologiste sur cette liste et qui ramène le Parti communiste à des premières places, secondes places aujourd'hui, et dont on sait que les positions concernant l'écologie sont totalement inverses à celles défendues par Laure. Et par contre, je défendrai beaucoup plus celle de Laure que celle évidemment portée par le Parti communiste français. Laure Boussard? Nous sommes... Enfin, j'ai pas envie qu'on s'étale trop là-dessus, mais on est vraiment une union de la gauche. On a réussi à travailler en bonne intelligence avec tout le monde. Le PC a un peu changé. Il y a un moment, tous les partis étaient pro-nucléaire. Le PC a changé aussi. Et moi, je trouve ça justement très riche d'avoir une diversité de gens de gauche et écologistes. Et surtout, on a réussi à se retrouver sur tous les sujets. Jérôme Ivinec, vous êtes un ancien LR, mais vous présentez une liste sans étiquette, la politique. Pourtant, samedi dernier, il y a des membres du nouveau parti anticapitaliste, de la France Insoumise notamment, qui ont manifesté devant votre permanence pour dénoncer une hypocrisie. C'est difficile à porter une liste sans étiquette Aucune difficulté pour nous de porter une liste sans étiquette. Elle est constituée de personnes qui ont une simple volonté, c'est celle d'agir pour leur territoire, au-delà des partis politiques, des clivages. Donc aujourd'hui, non, ce n'est pas forcément une difficulté pour nous de porter ce genre de discours. Nous, on veut simplement être très pragmatique et répondre aux réelles attentes des Carhésiennes et des Carhésiens. Nous avons rencontré plus de 300 personnes dans des entretiens qui ont duré d'1 heure à 3 heures en fonction des personnes avec qui on a pu discuter. On a construit notre projet sur cette base-là. Peut-être une précision, si vous me permettez, parce que pour débattre, c'est bien que les choses soient claires. On l'a fait avec Laure il y a quelques instants. Pour Jérôme Ivinec, il y a encore une semaine, le responsable de La République En Marche était présent sur sa liste. Le responsable des Républicains était également présent sur sa liste. Ils n'y sont plus. Ils n'y sont plus, mais c'est facile de se dire une liste sans étiquette. Ou alors, que s'est-il passé? Puisqu'on n'a pas su pourquoi ces personnes ont quitté la liste. Est-ce que c'est parce que la liste est extrême droitisée? C'est ce qu'on a entendu sur Carhaix, parce que M. Ivinec était dans des positions extrêmement dures, très à droite. Après, on va passer vite aux questions de fond et à vos projets sur la ville. C'est pas une liste plus à droite, plus à gauche. On a des gens de toutes tendances politiques sur notre liste. Effectivement, certaines personnes ont souhaité quitter la liste pour des raisons personnelles. Donc, on pourra leur poser la question, mais le débat, il n'est pas là. Aujourd'hui, notre volonté... En toute transparence, c'est important. Quand on prône la transparence et l'éthique, c'est important que vous disiez pourquoi. C'est des raisons personnelles, je viens de le dire, il n'y a aucun souci là-dessus. Après, voilà, j'en doute fort. On a notre responsabilité, mais vous aussi, vous pourriez avoir votre responsabilité. Alors, nous sommes capables d'entendre les gens sur notre liste. Voilà, c'est une discussion que nous aurons en interne. En parlant de responsabilité, là, on vous cite sur votre page Facebook. Malgré toute la bonne volonté du maire sortant pour nous dissuader de monter notre liste, c'est ce que vous avez écrit. On a tenté de vous dissuader, vous avez subi des pressions, qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, on a bien vu un petit peu ce qui s'est passé. On a vu le cas de tout à l'heure d'une personne qui est dans le public par rapport aux inscriptions sur les listes électorales. Voilà. Il y a eu beaucoup de rebondissements pendant Exactement, toute cette voilà. Maintenant, place au débat de fond, comme le disait Laure tout à l'heure. À nous d'agir. Un mot peut-être, puisque vous me questionnez en même temps sur ce qu'a écrit Jérôme Ivinec, qui est quelqu'un qui partage beaucoup les réseaux sociaux. Il est vrai que la liste de Jérôme Ivinec a connu beaucoup de difficultés.
on vient de citer... c'est la commission électorale, on précise, qui a rejeté un certain nombre de candidatures. Qui a été nommé dès 2018 dans le cadre de la nouvelle loi, et le tribunal surtout, qui a fait en sorte, par exemple, ce n'est pas la responsabilité du maire, que Yannick Le Bourdonnais, qui est présent sur sa liste, n'est pas électeur à la ville de Carhaix et qu'il vote à Saint-Malo. Ce n'est pas de ma responsabilité si le tribunal de Morlaix, de proximité, a décidé de radier un électeur et en même temps un candidat sur la liste de M. Yvinec, qui est M. Toupin, et ainsi de suite. Les cas sont tellement nombreux que je ne pourrais pas tous les citer ce soir. Alors on va passer maintenant, au débat de fond, et notamment au premier thème de ce débat, un sujet qui s'est lui aussi invité en ce début de campagne, même s'il est sur la table depuis plusieurs mois, voire déjà plusieurs années, la polémique autour des vieilles charrues. Pour résumer... On va essayer de le résumer, parce que c'est compliqué. À l'origine, une requête de l'association des vieilles charrues qui s'inquiète de l'évolution du secteur des festivals, qui sont progressivement rachetés par des grands groupes. Pour résister, l'association cherche à faire baisser ses coûts de production et elle voudrait aussi pouvoir sécuriser les terrains sur lesquels elle fait son festival, terrains utilisés chaque année, pouvoir faire des installations dessus, des installations en dur. Mais depuis plusieurs mois, les discussions avec la municipalité semblent tendues. Elles le sont de plus en plus depuis le mois de décembre et on voit ça par communiqué de presse interposé ou par presse interposée. Juste pour préciser, les vieilles charrues, c'est 270 000 entrées chaque année et des retombées économiques estimées à 18 millions d'euros. Alors, pourquoi il n'y a pas eu d'accord? Christian Troadec, pourtant les vieilles charrues, vous en connaissez quelque chose, vous êtes un peu à l'origine, vous êtes un des fondateurs. Vous n'arrivez pas à couper le cordon ou vous n'arrivez pas à vous entendre avec la nouvelle direction, la nouvelle présidence des vieilles charrues? Aujourd'hui, il faut surtout retenir que les vieilles charrues elles-mêmes ont annoncé il y a quelques jours qu'elles étaient viscéralement attachées à Carhaix et que le festival se tiendrait à Carhaix. Je crois que... Ça vous suffit? Il y a eu une médiatisation d'un dossier qui n'aurait jamais dû être médiatisé. Et les conditions qui étaient posées par les vieilles charrues, ça a été des exigences à un moment, étaient d'ailleurs réunies depuis très longtemps. Les deux choses essentielles que demandent les vieilles charrues, vous l'avez dit, c'est de disposer de terrains sécurisés, c'est-à-dire que ce ne soit pas remis en cause dans les années à venir. Nous mettons à disposition 100 hectares sur le site de Quérampil. Il n'y a aucun souci là-dessus. La deuxième chose, c'est la capacité de pouvoir construire à terme des bâtiments pour les vieilles charrues ou par les vieilles charrues sur ce même site. Il y a un PLU, il a commencé à être travaillé en 2013, ceux qui connaissent un peu la loi le savent. Il est exécutoire depuis le mois de décembre 2019, c'est-à-dire depuis quelques semaines. Les deux conditions principales demandées par les vieilles charrues sont réunies. Alors pourquoi encore ces courriers, c'est le jour dernier? Parce que, voilà, je pense qu'il y a eu... C'est de l'agite propre? Il y a eu une discussion pendant une période. Sans doute que la période non plus n'est pas très favorable à la discussion. On vous demande des engagements écrits avant le deuxième tour? Il n'y aura aucun souci, les engagements sont déjà écrits et on les transmettra rapidement à l'association. Le festival reste à Carhaix. Jérôme Yvinec, vous avez rencontré aussi la direction du festival et vous êtes parvenu à un compromis? Chose assez étonnante, nous avons rencontré les vieilles charrues, donc la direction des vieilles charrues. En l'espace de 2 réunions, nous avons réussi à régler un problème vieux de 3 ans. Donc je ne comprends pas aujourd'hui la position de M. Troadec. En deux réunions, d'1 heure chacune, nous avons été capables de poser les choses autour de 3 choses très simples. Un terrain, propriété de la ville de Carhaix, les vieilles charrues, porteurs des investissements, et les investissements utilisables par les associations carhésiennes. Voilà ce qu'on a été capable de régler en l'espace de 2 réunions, ce qui a pris visiblement presque 4 ans pour la municipalité actuelle. Laure Boussard, sur ce dossier, vous ressentez du chantage, vous, de la part des vieilles charrues ou quelque chose? Non, pas du tout. Je pense que les vieilles charrues, c'est un festival carhésien, c'est un festival ancré dans le territoire. Et les Carhésiens y sont très attachés. Nous comprenons très bien les demandes des vieilles charrues, voire un petit peu les inquiétudes. L'idée de pérenniser le festival nous semble une évidence. On est en lien très fort avec ce festival. On a proposé au festival, qui visiblement a bien réagi, l'idée aussi de peut-être réanimer le centre-ville au moment des charrues, qui puisse profiter à tout le monde, y compris aux Carhésiens. Il y a quelques années, il y avait des animations, d'ailleurs, qui étaient financées en partie par le festival, et voilà, qui permettaient d'animer tous les quartiers de Carhaix. Donc bien sûr, on accédera à leurs demandes, et de toute façon, on négociera et on dialoguera avec eux, bien évidemment. Il y a aussi le dossier du Palais des Sports. Peut-être une précision par rapport à la bonne compréhension des téléspectateurs de France 3 et de France Bleu Brésil. Par rapport à M. Yvinec, je ne sais pas quel titre il était discuté d'ailleurs avec la direction des vieilles charrues, peut-être en tant que futur maire de Carhaix, mais il aurait peut-être dû le dire avant. En tout cas, je ne sais pas si ce sera le cas, on verra dans quelques jours. Mais lorsqu'on dit il y a 3 ans qu'il y avait des discussions avec les vieilles charrues, on a expliqué à l'association des vieilles charrues, comme on vous explique, mais c'est vrai que vous ne connaissez pas très bien encore les dossiers de la ville de Carhaix, que pour faire un PLU, il faut 6 ans. Et pour qu'il soit exécutoire, il faut qu'il soit mené à son terme après enquête publique. Donc il y a ce travail-là, et ce n'est pas depuis 3 ans, c'est parce qu'il est exécutoire que depuis 3 mois. Juste une précision sur le dossier du Palais des Sports. Alors là aussi, il faut résumer, il faut expliquer. Le projet de Palais des Sports inquiète la direction des vieilles charrues. C'est dans leur zone VIP. Ils ont peur de la concurrence, du manque de parking.
La zone VIP, c'est un des cœurs du festival. En tout cas, c'est un endroit où on y fait un peu de business, un peu d'argent, parce qu'il faut bien que ça vive. Vos positions, tous les trois, là-dessus? Assez rapidement. Rapidement. Simplement pour préciser qu'il y aura une édition en 2021 où la construction du Palais des Sports et des congrès s'effectuera en même temps que la 29e édition du festival. Par contre, Donc ça va gêner, là. non, parce qu'on a trouvé des solutions techniques avec les architectes pour faire en sorte qu'il y ait une plateforme qui permette l'accueil des VIP et en particulier des acteurs économiques. De l'autre, le festival disposera ensuite d'un palais des sports et des congrès pouvant accueillir plus de 3000 VIP. Donc le palais des sports et des congrès a été construit pour faire en sorte que le festival puisse en bénéficier. Oui, ils ne sont pas d'accord sur ce point-là. On vous donne la parole pour rééquilibrer un petit peu De manière assez simple. Techniquement, on peut trouver toutes les solutions possibles. Ça, c'est pas un engagement. Par contre, la difficulté financière d'un tel investissement pour Carhaix, aujourd'hui, pose question. Qui finance? Comment on le finance? Aujourd'hui, la région, visiblement, se désengage du dossier. Comment on finance un dossier aussi important que celui-là? Et derrière, c'est également le fonctionnement, les coûts de fonctionnement de ce type de structure. Vous avez beaucoup d'avance. Oui, mais je suis gêné parce qu'il y a tellement de contre-vérités. M. Vinec pense que c'est un dossier de la ville de Carhaix. Or, ce dossier est porté par Power Communauté. Et les financements sont apportés dès à présent par la vous êtes en train d'exploser votre temps de parole. Pardon. Madame Boussard. Alors pour nous, le Palais des Sports nous paraît être totalement démesuré par rapport à la ville de Carhaix et par rapport aux besoins des d'équipements sportifs pour la pratique amateur de Carhaix. La pratique amateur de Carhaix sportive, c'est 3000 personnes, c'est plus de 50 clubs, c'est aussi une pratique scolaire. Donc un autre type de bâtiment. Autre type de bâtiment. Il y a déjà des équipements sportifs, nous pensons les rénover et voire même construire un gymnase, une salle omnisport. Mais le Palais des Sports nous paraît vraiment démesuré. Et très peu concerné les Carhésiens. Ça veut dire quoi que si vous arrivez aux commandes, vous remettez le dossier au placard? On renégocie. Oui, je pense que nous avons d'autres projets en matière de rénovation et de construction d'équipements sportifs, absolument. On va poursuivre et enchaîner avec le second thème de ce débat, un thème que nous ouvrons tout de suite avec quelques chiffres assez évocateurs au niveau de l'âge des habitants. Près de 60% de la population a plus de 45 ans. Les jeunes de moins de 30 ans sont à peine plus de 2000. Leur chiffre a baissé depuis 2011. Est-ce difficile de retenir les jeunes à Carhaix? Pour le savoir, nous avons donné la parole, et nous avons donné la parole donc aux Carhésiens. Écoutez ces propos recueillis par Arthur Konanec et Florie Cotenceau. C'est une ville assez vieillissante. Moi, je travaille dans les commerces de Carhaix, et on voit sur la population, et nous, on est en couple, jeunes, avec des enfants. Il n'y a pas forcément tout à proximité pour les jeunes, quoi. Souvent, ils font leurs études, ils font leur stage dans les grandes gueules, quoi, en fin de compte. Et puis le travail est là-bas et ils y restent, quoi. Il n'y a pas d'emploi, donc les jeunes y partent. Les jeunes diplômés, ils partent dans les grandes villes, là où il y a des diplômes, Nantes, Rennes, etc., ou Brest. Je compte partir ailleurs parce que si j'ai envie de poursuivre mes études, il n'y a pas un moyen de continuer. Donc du coup, par contre, c'est dans les autres villes, donc du coup, je suis obligée de partir. Par rapport à mes copains de Quimper, à chaque fois ils disent ouais Carhaix, qu'est-ce que tu trouves et tout. Et moi à chaque fois je leur dis mais moi je suis pas loin de tout. Finalement le centre c'est quand même bien parce qu'on est à 45 minutes de toutes les grandes villes si on veut un peu bouger, des choses comme ça. Et ouais moi Carhaix, mine de rien il y a tout. T'as pas grand chose à faire quoi. Si t'arrives le samedi soir 19-20h, il y a personne dans les rues quoi. Dans les bars il y a personne non plus. Voilà, très très mort. Il y a des jeux, il y a un parc et il y a plein de trucs bien à faire à Carhaix. Alors, si on résume, enfant, tout va bien, il y a des trucs et plein de choses à faire, mais comme nous dit cette fillette, mais après, c'est après que ça se gâte, à partir des études, à partir de l'emploi. Jérôme Vinec, vous avez 36 ans, vous êtes le plus jeune des candidats, c'est la dernière fois qu'on vous le dit. Après, on passera à autre chose. Vous avez fait vos études hors de Carhaix, travaillé ailleurs, en Bourgogne, si je ne me trompe pas. Vous êtes revenu ici, vous avez fondé votre famille ici. Pour quelle raison vous êtes revenu? Pour quelle raison, à 30, 35 ans, on revient à Carhaix? Comme les vieilles charrues, j'y suis viscéralement attaché, tout simplement, avec une volonté forte de mon engagement politique. C'est lorsque j'ai fait le constat que beaucoup de mes camarades de collège avaient quitté le territoire pour des raisons économiques. Donc je suis persuadé, je suis convaincu qu'on peut, depuis Carhaix, rayonner, faire rayonner Carhaix et vivre la mondialisation depuis Carhaix. Utiliser la fibre optique notamment, pas simplement pour aller à la télé, mais aussi pour des aspects plus économiques. Fournir de l'emploi aux jeunes, qu'est-ce que peut faire concrètement un maire? La première chose pour vivre sur un territoire, c'est d'avoir du travail. Et en particulier pour la génération. la jeune femme qui dit on est obligé de partir. Bien sûr, d'abord pour les études,
puisque ici, on tend la main aussi à l'État et à la région pour que demain, il y ait un IUT, pour qu'il y ait des centres de formation spécifiques dédiés aussi aux industries locales, qui trouveront là aussi des futurs stagiaires et en même temps demain des travailleurs qui pourront travailler dans les usines de la région, et puis en même temps des employés, et puis en même temps aussi évidemment de trouver la capacité pour ces jeunes de pouvoir s'amuser ici, de vivre au quotidien. Mais c'est d'abord bien sûr le travail qui fait la richesse d'un territoire. Il faut développer l'économie et l'emploi par la création de nouvelles zones économiques et ensuite apporter tous les services, les loisirs nécessaires à ces jeunes, ce qu'on fait. Alors j'entends, bien sûr c'est vous qui avez sélectionné quelques personnes, mais j'entends les mots qui sont utilisés. Moi je pense que les jeunes qui vivent ici vivent bien, ils n'ont pas ce regard-là sur la ville. Laure Boussard, vos propositions, vous, pour attirer des nouvelles familles à Carhaix et faire en sorte que les jeunes puissent rester, quelles sont-elles ? Nous pensons qu'il faut vraiment travailler sur l'attractivité. Et l'attractivité, c'est un ensemble de choses. C'est une harmonie, c'est une cohérence. L'attractivité, c'est un beau centre-ville, accessible à tous, avec des trottoirs qui permettent de marcher dessus, avec des voies cyclables pour permettre de circuler en voiture, avec un stationnement intelligent qui permet que... Et ça, c'est la question de l'emploi. Du fluidité. Mais tout ça, nous, on pense que l'attractivité, c'est important à tout point de vue. Il faut amener des formations diplômantes dans les métiers d'avenir. Et les métiers d'avenir, actuellement, il y a l'urgence climatique, il y a l'urgence énergétique. Il faut faire venir des formations comme il y en a à Guingamp récemment. C'est quoi le pouvoir du maire là-dedans ? Le pouvoir du maire, je pense que c'est d'aller attirer, de faire des partenariats avec des universités, avec des centres de formation, de pouvoir développer aussi, d'être force de proposition pour développer dans les lycées des formations diplômantes dans l'énergie renouvelable, dans le développement durable, et de pouvoir aussi attirer les entreprises de ces secteurs-là en créant des pôles économiques. Parlons entreprises. Avec M. Troidec, donc l'entreprise Sinutra et les Chinois sont venus à Carhaix, donc une usine de lait infantile qui a démarré en 2016. On voit que voilà, tout n'est pas gagné. 2019, ça a été racheté repris en grande partie par Sodial. Ça reste difficile de faire venir des entreprises en tant que maire et d'être moteur. Absolument. Je pense qu'il faut effectivement créer des partenariats et pouvoir maintenir au maximum les emplois locaux, que ce soit dans l'agroalimentaire, les hôpitaux, etc. Mais surtout aussi faire venir de nouvelles activités. Nous, on a envie de développer des pôles économiques, d'économie sociale et solidaire, de permettre aux gens d'entreprendre, de pouvoir... Par exemple, par les coopératives d'activité et d'emploi, que les gens puissent à la fois avoir un statut d'entrepreneur et continuer à avoir leur statut de salarié ou de demandeur d'emploi. C'est aussi travailler avec Pôle emploi pour les aider dans la formation. C'est aussi aider les gens qui sont en formation à se transporter dans les transports gratuits, à avoir accès à du covoiturage. Voilà, c'est toute une cohérence. Un ensemble de propositions. Absolument. Pour rester sur Sinutra, Jérôme Vinègre, vous y avez travaillé ? Oui, c'est un dossier que je connais bien, oui, effectivement. C'est un dossier que vous connaissez bien. Il a été présenté... comme l'outil, un des sauveurs de Carhaix, hein, on va le dire à un moment. Je me souviens du feu d'artifice au moment de l'inauguration. Aujourd'hui, les choses sont un peu différentes. C'est un outil d'avenir pour vous, cet outil ? Alors, l'outil de 220 millions d'euros, il est là. Il est toujours là. Il a été repris partiellement par Sodial. Peut-être force et contraint. Force et contraint. Donc, on peut le vivre comme un atout. L'investissement, il est là. Charge à nous de l'utiliser à bon escient et d'accompagner justement les créateurs d'entreprises. Et notamment, vous n'avez pas peur qu'un jour Sodial dise « mais moi j'en ai marre d'avoir des factures impayées, je ferme ». C'est pour ça que probablement l'ensemble du site passera sous le giron de Sodial un jour. C'est l'avenir pour vous, Christian Troidec, que Sodial reprenne tout ? Moi d'abord je fais en sorte de faire que cette histoire attractive et qu'elle ait la capacité à accueillir les entreprises lorsqu'elles se signalent. Ça a été le cas pour Sinutra. On a eu cette opportunité parce qu'on est allé la chercher nous-mêmes également pour l'implanter sur Carhaix. Nous avions les terrains nécessaires, 20 hectares, parce qu'on avait anticipé une zone économique pour accueillir ce type d'industrie agroalimentaire. Jérôme Vinègre vient de le dire, l'entreprise est aujourd'hui reprise en partie par Sodial. Moi, je n'ai pas à m'immiscer aujourd'hui dans la vie de Sinutra et dans la vie de Sodial. Il y a des discussions entre deux groupes privés. Qu'est-ce que cela donnera ? Ce que je sais aussi, c'est que le lait est produit ici, que le savoir-faire en termes agricoles, en termes agroalimentaires, il est local. Et qu'on a les outils aujourd'hui, 250 millions et non pas 220 millions d'euros d'investis par Sinutra, rachetés par Sodial en partie. Ça amènera de toute façon à ce que cette activité perdurera sur Carhaix. Donc on a à la fois le savoir-faire des éleveurs, on a la qualité du lait, on a la transformation ici et on a les marchés à la fois locaux et mondiaux. Je pense qu'on a aussi des raisons d'espérer. Il ne faut pas regarder que Carhaix vers le bas comme mes deux concurrents, mais avoir envie de regarder Carhaix vers le haut pour tirer vraiment Carhaix vers le haut et faire en sorte que demain il y ait une vraie industrie qui s'implante sur Carhaix et la région. Monsieur Vinègre, vous l'aviez envie de... Oui, alors on a effectivement une force agroalimentaire en Bretagne qui est exceptionnelle. Charge à nous aussi de la développer. Effectivement, nous, on veut faire rayonner Carhaix
Aujourd'hui, ça fait à peu près 20 ans, on voit très peu d'investissements sur le territoire porté par la collectivité. Nous avons de véritables projets. J'en ai un juste là. Donc c'est un projet à hauteur de 60 millions d'euros, un projet de musée, de grand musée à la campagne, en partenariat notamment avec le Louvre ou le Centre Pompidou. 60 millions d'euros d'investissement, 300 000 visiteurs par an, un chiffre d'affaires de 3 millions d'euros. Ce dossier-là, il est là. Il est prêt, il est complètement financé. Aucun euro à la charge des Carésiennes et des Carésiens. C'est un projet d'avenir. Un projet que vous nous avez présenté. On va poursuivre sur le thème de la santé. On se souvient évidemment du combat qui s'est joué ici pour maintenir la maternité à Carhaix. Tout le monde s'en souvient, c'était il y a 12 ans déjà. Aujourd'hui, où en est l'offre de soins sur Carhaix? Il y a un rapport de l'ARS en juin dernier qui qualifie la situation d'un peu fragile. Alors Christian Troadec, les projets aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont? Une maison de santé pluridisciplinaire, c'est ce que vous voulez? Quelque chose comme ça? Oui, puis vous avez parlé de l'hôpital. À l'époque, tout le monde n'était pas favorable à son maintien. Certains étaient même, monsieur Yvinec, qui était chez les Républicains, et était pour la disparition de la maternité. Nous avons voté pour la fusion, oui. Et était pour la maternité, pour la disparition de la maternité et de la chirurgie. Nous étions pour la fusion aussi, mais à condition qu'on nous garantisse le maintien de ces deux services essentiels à l'hôpital de Carhaix. Ce qui a été fait d'ailleurs. Donc on peut se féliciter aujourd'hui des effets de sa fusion. En même temps aussi, ça permettra demain, mais en étant prudent, parce qu'on ne sait pas ce que ça va donner pour l'avenir. Ce n'est pas garanti pour toujours. Mais en même temps, on sait que l'hôpital est quelque chose de très attractif pour faire venir des médecins généralistes. C'est pour ça qu'on construit une maison de santé pluridisciplinaire, pour à la fois faire venir des nouveaux médecins généralistes. On vient d'en faire venir 3 en l'espace de 6 mois. Et puis en même temps, de faire venir aussi des spécialistes, que ce soit des dermatos, des ophtalmos, et puis aussi des dentistes, parce qu'il y a une volonté avec le pays du Centre-Bretagne de permettre d'avoir des internes en 6e année de dentistes pour venir ici travailler sur Carhaix auprès de la population locale. Madame Boussard, Laure Boussard, vous hochez la tête. Les dentistes est aussi un de vos projets. Vous aimeriez bien un IRM fixe. Aujourd'hui, il est mobile. Absolument, un IRM fixe, des fauteuils dentaires, donc ça c'est en collaboration effectivement avec le CHU de Brest. Il y a aussi quelque chose, c'est qu'à l'hôpital de Carhaix, il y a en moyenne 4 internes en permanence dans l'hôpital, et que dans les hôpitaux de cette même taille, il y en a 15. Le fait de faire venir des internes ou d'avoir aussi des médecins généralistes libéraux en ville qui prennent des stagiaires, ça permet aux gens de montrer ce qu'est Carhaix et leur donner envie d'y rester, parce qu'on est vraiment une ville chouette et agréable et très accueillante. Donc voilà, il y a ça. IRM fixe plutôt que mobile, concrètement, ça va changer quoi, mis à part bloquer de l'argent? Ça va coûter très cher. Ça va permettre justement de résorber un peu la liste d'attente du nombre de personnes qui attendent pour pas venir plus souvent, pour passer simplement. des IRM, ou du coup qui vont à Brest ou qui ont du mal à aller à Brest ou à Quimper pour passer des IRM. Et je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à la maison pluridisciplinaire. C'est que dans nos propositions, on trouve ça très bien, évidemment, la maison de santé. Vous avez des points communs. Absolument. Il faut installer bien sûr des médecins généralistes et des spécialistes. Et il y a aussi des choses qui manquent beaucoup. Il y a un vrai déficit de soins en santé mentale. Voilà. Jérôme Yvinec, vos propositions sur la santé, maison des aidants, mutuelle, qu'est-ce que vous proposez? Exactement. Alors nous avons beaucoup de propositions sur le thème de la santé. Nous avons fait, c'est le thème phare de notre campagne justement, par rapport au manque d'anticipation. Ça fait plus de 10 ans qu'on savait que nos médecins libéraux allaient partir en retraite. Donc c'est ce manque d'anticipation que nous avons voulu souligner. Nous avons énormément de propositions à faire, dont une mutuelle municipale, effectivement. Alors qu'est-ce que c'est une mutuelle municipale? Alors la mutuelle municipale, c'est un peu comme dans une entreprise. L'objectif est de négocier pour l'ensemble des Carésiennes et des Carésiens une mutuelle avec un tarif plus avantageux et permettre à certaines personnes qui n'ont pas de mutuelle de pouvoir bénéficier d'une mutuelle. Pour les gens sans emploi, parce que généralement quand on a un emploi, on a une mutuelle qui va avec. Les retraités, etc. Donc c'est un service, voilà, pour tous, une mutuelle pour tous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mairie mettra de l'argent sur la table? Du tout, c'est un système qui est complètement financé. Alors qu'est-ce qui va changer? Le fait que le Carésien puisse aller directement voir une mutuelle? C'est comme un achat globalisé en fait, tout simplement. C'est que nous allons négocier une mutuelle pour l'ensemble des Carésiennes et Carésiens qui le souhaiteront. Donc un tarif avantageux, une meilleure couverture. L'objectif de notre mutuelle, il est là. Merci beaucoup, Monsieur Yvinec. Juste une chose pour préciser, parce que... très rapidement. Très rapidement, j'ai ce petit souci avec M. Yvinec, c'est que quand il ne connaît pas très bien ses dossiers, il nous dit que ça fait 10 ans qu'il a fallu anticiper l'arrivée de médecins, sauf qu'on a été classé en zone d'intervention prioritaire par l'État, à notre demande, alors même que l'ARS ne le souhaitait pas, qu'en 2018, c'est-à-dire il y a 2 ans. On ne pouvait pas bénéficier des mêmes aides des autres territoires. À cette époque. Donc, merci de votre précision. Alors pour prolonger ce débat, je vous invite maintenant à accueillir un invité mystère. Vous n'avez pas été informé de
son identité. Alors, je vais vous donner quelques indices. Il a travaillé dans les plus grandes maisons de la gastronomie française. Il a été le chef du recteur d'académie de Paris à la Sorbonne. Ce costarmoricain a ensuite souhaité revenir s'installer en Bretagne. Il pensait peut-être poser ses valises sur la Côte-Nord. Et en fait, il a choisi Mur de Bretagne en 2004, une ville qu'il fait briller désormais d'une étoile depuis 2009. Bonsoir Christophe Le Fur, je vous en prie, asseyez-vous. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être donc notre invité mystère. Vous êtes arrivé en Centre-Bretagne un peu par hasard. Oui, tout à fait. Pourtant des origines... Je pense qu'il vous manque un micro. Monsieur Troidec vous le prête. Merci. Bonsoir. Ah, vous avez déjà un micro, voilà. Eh bien, écoutez, formidable. Alors voilà, vous êtes arrivé en Centre-Bretagne un peu par hasard. Oui, tout à fait. Oui et non, parce que deux grands-parents de Rostrelin et de Calac, mes parents sur la Côte-Nord, je cherchais une entreprise donc sur la Côte-Nord, entre Saint-Malo et Perros-Guirec. Et puis voilà, j'ai atterri à Mur de Bretagne, tout simplement. Et depuis, vous êtes vraiment devenu l'ambassadeur de ce Centre-Bretagne. Qu'est-ce qui vous lie à ce coin de Bretagne ? Je crois que... Qu'est-ce qui vous a conquis ? Comme je dis souvent, j'ai du blé noir dans les veines. Qu'est-ce qui m'a conquis ? La générosité des gens, la façon de vivre, voilà, la générosité, le bien-être, le savoir-vivre, le savoir-être et la confiance aussi de ce Centre-Bretagne. Qu'est-ce que ça impose pour un chef comme vous de travailler en Centre-Bretagne ? De la régularité, de la qualité, faire venir les gens à Mur de Bretagne, de Rennes, de Brest, de toute la Bretagne, c'est vrai que c'est un défi. Comme disent souvent mes collègues, face à la mer, c'est peut-être un peu plus facile. Les faire venir à Mur de Bretagne, ça le fait parce que voilà, ça fait 16 ans que nous y sommes et nous y arrivons bien. Voilà, vous avez des clients qui viennent de loin juste pour déjeuner le dimanche par exemple ? Tout à fait, tout à fait. C'est l'expédition un petit peu, venir à Mur pour qui, pourquoi, voilà, pour bien déjeuner. Vous avez une question que vous avez souhaité poser aux candidats. Voilà, une petite question simple. Je suis quelqu'un de sentimental, d'émotif et je suis proche aussi de mes producteurs, mes agriculteurs, mes pêcheurs, mes vignerons. Et voilà, le savoir-faire, l'artisanat aujourd'hui, c'est quelque chose d'important qui me tient à cœur. Je travaille avec mes deux mains tous les jours et je voulais savoir comment est-ce que chacun d'entre vous allait nous promettre aussi en Craze Braise de conserver ce savoir-faire et ce patrimoine que nous avons, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Laure Boussard, votre réponse. Vous parlez de quel patrimoine ? Le patrimoine, de tout patrimoine, voilà, que ce soit la culture, la gastronomie, l'éducation. Oui. Comment aider peut-être les producteurs, les éleveurs, les petits éleveurs, les petits maraîchers ? Je crois qu'il y a déjà effectivement dans le patrimoine aussi la force des gens d'ici de vivre et travailler au pays. Ça, c'est vraiment très important. Je crois qu'il y a une vraie solidarité. Peut-être que les gens d'ailleurs ne s'en rendent pas compte, mais il y a une vraie solidarité entre les gens. Et les gens, ils ont envie de faire attention quand même à ce qu'ils mangent, faire attention à ce qu'ils consomment. On a quand même à Carhaix, un certain nombre de petits commerces. Mais en tant que maire, comment on fait ? Comment on fait ? Eh bien, on les encourage, on met 30% de bio en plus dans les cantines. Voilà, ça permet de travailler avec les maraîchers du coin. Oui. Un arrêté comme le maire de Langouette en a pris un, par exemple, contre les pesticides, enfin, pour délimiter une zone ? Absolument, c'est dans nos programmes déjà de limiter, enfin d'interdire sur Carhaix les pesticides. Vous avez vu que l'arrêté a été retoqué, hein ? Oui, mais enfin, on peut tenter aussi. Plus on est nombreux, plus il y a un moment où ça va marcher. Et ça n'empêche qu'on a quand même des convictions, même si c'est retoqué. Et bien sûr, encourager l'agriculture biologique. Nous, on est une liste écologique et bien évidemment travailler sur les bons produits et soutenir les artisans, les maraîchers et les petits commerçants. Jérôme Vinec. Merci déjà de ce témoignage. Effectivement, la richesse de notre territoire, c'est également nos commerçants, nos artisans, nos producteurs locaux. Donc, le rôle du maire, c'est de travailler avec eux en priorité, forcément. Pour moi, c'est logique. Ce n'est pas forcément le cas de tous. Mais ça veut dire quoi, concrètement ? Concrètement, c'est de consommer local, de favoriser l'agriculture locale, c'est de travailler avec les commerçants locaux, de faire en sorte de redynamiser un petit peu nos centres-bourgs, de mettre en place de l'attractivité par des moyens très simples. C'est les fameuses boutiques à l'essai, c'est tout ce qui va pouvoir être dans des boutiques mises à disposition de commerçants qui voudraient s'installer. Qui voudraient lancer leur activité, c'est de donner d'accompagner via des subventions à des ravalements de façades, à des mises aux normes de bâtiments, etc. pour justement permettre à des jeunes commerçants de s'installer et de ne pas avoir une grosse charge financière à mettre sur la table d'entrée de jeu. Christian Troidec. Très rapidement. 40 secondes. Vous savez faire. Tu peux parler ?
Deux précisions par rapport à l'heure. Il y a déjà un BTS, je parlais de formation tout à l'heure et de On va l'emploi. revenir sur la formation. Il y a déjà un BTS dans les énergies renouvelables, c'est important de le savoir, au lycée Paul Sérusier. Il y a déjà une décision vieille depuis 10 ans de la ville de Carhaix de ne plus utiliser aucun produit phytosanitaire sur la ville. Et donc on utilise peu de moyens, que ce soit la vapeur ou aussi la binette. D'ailleurs, ça permet à certains jeunes aujourd'hui de pouvoir financer par exemple leurs études ou leur permis de conduire. Les producteurs. Alors les producteurs, j'entends aussi ce que vient de dire Jérôme Vinec et il a repris d'ailleurs nos idées qui concernent le pass commerce, qui a des artisans, des commerçants à pouvoir faire en sorte de rénover leur commerce pour pouvoir se moderniser. Au contraire, toutes les bonnes idées sont à prendre. Et en même temps aussi, les boutiques à l'ESS, ce que la ville de Carhaix et Power Communauté ont lancé déjà il y a à peu près un an. Donc les bonnes idées sont peut-être pour être reprises, mais avec un plan de redynamisation du centre-ville au global qui est porté, et c'est très intéressant par rapport à la démarche de Murs de Bretagne, c'est porté sur l'histoire, l'identité et la culture de la ville. Avec Vorgium, vous savez que c'est un centre qu'on a créé, un centre historique qui permet de découvrir l'archéologie par les méthodes aujourd'hui virtuelles. C'est aussi les panthéons des couleurs des Bretons, avec l'histoire de la Bretagne racontée à travers le statuaire. C'est aussi des gros travaux qui vont avoir lieu. Aujourd'hui, la rue Docteur Mingui a été entièrement refaite. Vous avez beaucoup sous l'angle de l'Antiquité. Mais vous demain, avez ça va largement déplacé. C'est vrai qu'il y a énormément de dossiers aujourd'hui et de projets qui sont en train de sortir de terre et qui participent justement, avec aussi bien sûr 20% aujourd'hui de produits bio dans nos cantines, circuits courts favorisés par le CAT également, qui travaille pour la ville de Carhaix. Ce sont des choses qui ont déjà été faites par la ville, mais j'entends mes adversaires des reprendre, tant mieux pour Carhaix. Merci à vous et merci à Christophe Le Fur d'être venu vous solliciter. Et bravo, avant de clore ce débat, je vous propose de vous donner une dernière fois la parole. Nous avons demandé à chacun de venir avec un objet qui représente votre ville ou votre engagement. Et là, vous avez très précisément 30 secondes pour nous le présenter. Ça sera la conclusion. Voilà, c'est le tirage au sort. On commence par vous, Jérôme Vinec. Votre objet? Alors, je suis venu avec une locomotive. Une locomotive avec son wagon ou ses wagons. Pourquoi une locomotive? Donc, je vais peut-être la représenter. Une locomotive parce que Carhaix doit redevenir la locomotive de son territoire. Une locomotive sans ses wagons n'est rien. Et aujourd'hui, Carhaix n'a plus ses communes rurales. Donc charge à nous de redevenir une locomotive et d'atteler les communes rurales avec nous. Laure Boussard. Un pavé. Avec un petit pavé, c'est un échantillon. C'est vos copains du NPA qui vous l'ont donné? Pas du tout. C'est pas un pavé dans la mare. C'est pas du tout un symbole de violence. Au contraire, c'est un symbole d'avenir. Parce que pour moi, ce qui est important aussi, entre autres, et c'est primordial, c'est la rénovation du centre-ville et de faire que cette ville soit accueillante, soit tournée vers les Carhaisiens. Donc voilà, un début de réfection des trottoirs. Christian Troadec, 20 secondes. Alors, un carton qui permet à une entreprise qui s'appelle DS Smith d'employer aujourd'hui près de 250 personnes parce qu'elle est spécialisée dans le cartonnage, permet à l'agroalimentaire et à l'agriculture de trouver capacité à pouvoir exporter. Et c'est aujourd'hui la force de territoire, c'est l'agriculture et l'agroalimentaire que je mets évidemment en avant parce que c'est une entreprise vraiment de pointe aujourd'hui sur notre territoire. Carton ni rouge ni jaune. Voilà, carton merci blanc. Beaucoup, merci. Voilà pour ce débat consacré à la ville de Carhaix, en espérant qu'il a permis à chacun de mieux appréhender vos propositions et vos positions respectives. Merci à chacun d'y avoir participé et d'avoir échangé avec respect. Reste 11 jours de campagne pour vous. Bon courage à tous les trois.